Les Russes sont à 30 km selon certaines sources de la ville même. La deuxième plus grande ville du pays, on va le rappeler encore une fois. Certains disent que les Russes n'ont pas les moyens de prendre la ville de Kharkiv. Les habitants, eux, qu'en pensent-ils? Et que pense le maire lui-même? Eh bien, Thomas Misraki et Thibaut Bruck l'ont interrogé, lui ont posé la question et je vous propose d'écouter sa réponse. Je l'ai déjà dit, l'ennemi peut essayer de faire quelque chose de similaire à ce qui se passe dans la direction de Kharkiv. À tout moment, même s'il ne dispose pas de forces suffisantes. Le but est d'étendre la ligne de front et donc étendre nos forces de défense. Encore une fois, il risque de le faire dans la direction de Soumy. Si l'ennemi entreprend de telles actions, nous ferons renforcer cette région et y déploierons notre réserve. Tant que nous avons un tel voisin, nous devons bien sûr être prêts pour n'importe quelle situation. On reparlera de Soumy dans quelques instants, c'est intéressant, mais votre analyse de cette déclaration du maire de Kharkiv? Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il répond à ce que veulent les Russes, c'est justement mettre les Ukrainiens aujourd'hui qui ont un manque de ressources en hommes et en munitions sur l'ensemble du front, face à des choix qui sont des choix terribles à faire. Faire basculer une partie des forces qui défendent aujourd'hui l'Est du pays dans le Donbass pour protéger Kharkiv, fait que les Russes peuvent progresser sur leur axe principal, qui reste le Donbass, voilà, et de continuer de grignoter, et en permanence, ils leur mettent ce chantage-là. Soit vous défendez le Donbass, et vous risquez de voir la deuxième ville du pays, Kharkiv, arriver à portée de nos canons, et donc mettre vos civils en danger, soit vous dépendez Kharkiv, et vous risquez d'avoir une percée dans le Donbass. Ils vont continuer à le faire, au moins jusqu'en juillet-août, le temps que les mobilisés et les armes occidentales arrivent de manière sérieuse et continue. Pour l'instant, le tempo a été bien choisi parce qu'il n'y a pas assez et d'hommes et de munitions pour tout tenir en même temps. Donc ils forcent en permanence l'état-major ukrainien à devoir s'adapter avec des moyens qu'ils n'ont pas. Catherine Gentil. Oui, c'est l'idée, c'est-à-dire c'est désorganiser en fait l'armée ukrainienne sur le front et être le maître du temps, du tempo et de l'endroit de l'affrontement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous regroupez vos forces à un endroit, vous forcez bien évidemment votre ennemi à venir renforcer ses lignes de défense et sa ligne de front par rapport à vous. Et ça veut dire que les plans que pourraient avoir les Ukrainiens, ils ne peuvent pas les tenir puisque justement ils sont dans une situation de réaction et non pas d'action qui serait celle de leur propre choix sur ce front qui en plus est gigantesque. Et puis en plus, bien évidemment, il y a le fait que ça fatigue les hommes et que ça sert aussi à leur casser le moral parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus maîtres de l'action militaire sur le terrain qui est quand même pour défendre leur propre terre. Donc c'est à la fois une stratégie militaire mais qui a des conséquences évidemment psychologiques sur le moral des combattants et donc de la population civile. Anne Niva. Oui, ce qu'on constate depuis en fait la prise d'Avdivka par les Russes, du côté ukrainien, c'est une stratégie de reculer tout en se défendant, tout en continuant à se défendre et donc en continuant à infliger des pertes à l'ennemi, aux Russes. Et ça, c'est quand même très fort de la part des Ukrainiens. Et du côté russe, on a effectivement un grignotage incessant. Les militaires, bien sûr, disent que c'est pas des dizaines de milliers d'hommes qu'il faudrait pour prendre Kharkiv, mais plutôt des centaines de milliers d'hommes. Et on constate qu'ils ne les ont pas, envoyés. Et tout porte à dire que les Russes n'ont pas du tout envoyé justement les hommes qu'ils ont en réserve. Ils ont de la réserve. Ils ne les envoient pas. Donc, ont-ils l'intention de prendre Kharkiv ou pas? En tout cas, ça n'est pas ce qu'ils font pour le moment. Il a évoqué, le maire de Kharkiv lui-même, la situation à Soumy. Après leur offensive dans la région de Kharkiv, les Russes pourraient fondre sur Soumy, tandis que les forces ukrainiennes tentent de colmater les brèches, on l'a vu, près de cette ville de Kharkiv. On est à 200 km au nord-ouest, c'est ça, pour la ville de Soumy. La prochaine cible ou pas, vous allez me dire, mais en tout cas, ces dernières heures, des installations énergétiques de la région ont été visées par des frappes, des drones qui ont pris pour cible tôt ce matin, notamment des installations provoquant des coupures de courant. Soumy, prochaine cible de Moscou? Il y a 10 000 hommes en face. Donc on est un peu dans le même scénario, effectivement, de ce qui s'était passé, comme expliquait Anne, sur Kharkiv il y a quelques jours. En fait, on est sur exactement la même logique. L'effort central des Russes reste le Donbass, et particulièrement face à Tchassivyar. C'est là qu'il y a 80% des combats et l'essentiel de leurs troupes. Après,
tout ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'on appelle de la diversion en russe. Tout ce qui se passe au nord consiste à divertir des forces qui étaient affectées à la défense du Donbass pour aller protéger cette espèce d'énorme glacis où en plus les Russes peuvent très facilement se regrouper sur leur territoire, dans la mesure où en plus les Occidentaux ont interdit aux Ukrainiens justement d'utiliser leurs armes pour le moment, oui, pour le moment. Tu as raison, leurs armes à longue distance sur le territoire russe. Donc oui, évidemment, ils peuvent rejouer, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre Soumy, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre Kharkiv, mais ils vont rejouer cette carte, et je pense qu'ils vont la rejouer jusqu'à la fin de l'été, le temps que justement les Ukrainiens qui ont pris du retard à mobiliser aient les nouveaux combattants qui arrivent, et que les Occidentaux qui ont mis du temps à envoyer les armes en aient envoyé en quantité suffisante pour que l'état-major puisse en envoyer partout et pas être obligé en permanence de se dire mais où est-ce que je les mets ? Avec en plus, ne l'oublions pas, cette logistique de dingue, parce qu'ils ont un canon de scie, un canon français, un autre machin, donc on envoie du 155, mais là c'est du 122, à une unité qui était à tel endroit mais qui a été bougée. Enfin les mecs, c'est un miracle, hein, les logisticiens ukrainiens. Et on voit les limites qui sont peut-être en train d'être touchées du côté du Donbass, on va en parler dans quelques instants. Le maire de Kharkiv à nouveau, au micro toujours de Thibaut Bruck et de Thomas Misraki, je vous le disais, son appel, son message au président français Emmanuel Macron, c'est maintenant. Premièrement, nous sommes reconnaissants pour ces prises de position. On a besoin d'être soutenu par toutes les sociétés démocratiques pour qu'on puisse s'en sortir et gagner cette guerre. On a bien sûr aussi besoin de plus d'armement. C'est toujours utile. Donc on entendait le commandant tout à l'heure, voici maintenant le maire. En effet, votre regard là, ce message adressé. Mais on a besoin de plus d'armement, évidemment. C'est ce que dit Volodymyr Zelensky depuis des mois. Hein. Il le dit Urbi et Orbi, il le dit à partir de l'Ukraine, il le dit dans les pays où il va, il le dit en visioconférence, il le dit dans des interviews à tous les journaux de la planète. C'est évidemment le problème majeur avec celui qui est le corollaire, c'est le manque de volontaires pour aller se battre. D'ailleurs, aujourd'hui, pour la première fois, il y a certains prisonniers ukrainiens qui ont été libérés. Ce sont ceux qui ont accepté justement d'avoir une réduction de peine en échange de s'enrôler dans les rangs de l'armée. Donc évidemment, c'est quand même la passe la plus difficile pour les Ukrainiens depuis le début de cette guerre, vraisemblablement. Et donc le maire de Kharkiv qui est aux premières loges, parce qu'on voit très bien sur la carte, effectivement, Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine, mais c'est surtout une des villes qui est très très proche de la frontière russe. Donc ils savent très bien, les Ukrainiens, qu'à un moment, s'ils n'ont pas suffisamment d'armes et s'ils n'ont pas suffisamment de combattants, par définition, à force de parler du grignotage des Russes, ça va être une avancée des Russes et pour finir, sûrement une percée. Donc évidemment, c'est absolument fondamental. J'évoquais le Donbass, la Russie qui revendique avoir conquis le village de Klitschivka dans l'Est. Vous en avez beaucoup entendu parler sur cette antenne parce que ce village de la région de Donetsk était l'une des rares localités reconquises par l'Ukraine. On était en septembre 2023 à ce moment-là, lors de la grande contre-offensive qui a finalement échoué. Nos équipes nous racontent beaucoup, Anne Niva, que dans le Donbass, on craint que l'aide américaine, au final, elle ne soit pas pour eux, elle soit pour Kharkiv. Auquel cas, est-ce que Poutine n'aurait pas effectivement réussi le scénario que vous mettez tous encore et encore sur la table, c'est-à-dire on étire tellement les lignes, on met tellement la pression sur Kharkiv que c'est le choix terrible, le choix de Sophie, le choix vraiment le plus terrible qui soit pour les Ukrainiens dans le Donbass, pourtant priorité de Poutine. Oui, mais en même temps, on ne sait pas très bien quels sont les buts de guerre de Vladimir Poutine. Ça reste pas clair. C'est variable. Et puis la guerre, oui, c'est variable. Et puis la guerre, c'est interactif. C'est-à-dire ce que font ou ne font pas les Ukrainiens a une incidence sur ce que font et ne font pas les Russes. Les Ukrainiens ne sont pas tout seuls, les Russes ne sont pas tout seuls. Mais bien évidemment que cette région du Donbass, elle est ambiguë, si je puis dire. Elle est depuis le début, depuis 2014, c'est-à-dire depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, elle est au centre de tous ces problèmes entre l'Ukraine et la Russie. Et bien évidemment, les habitants du Donbass, pour tous les envoyés spéciaux de LCI, de TF1 qui y sont allés, moi-même j'y suis allée, on rencontre des habitants qui le disent, qui disent
on ne sait pas finalement si on est mieux protégé par Moscou ou par Kiev. Parfois, certains disent on a l'impression que Kiev nous a abandonnés. D'autres, évidemment, disent le contraire. Chacun, en même temps, fait ce qu'il peut sur ces possibilités de logistique. Pouvoir partir, pouvoir quitter le Donbass, c'est pas donné à tout le monde. Donc beaucoup ne le peuvent pas. Et ceux qui ne le peuvent pas, ils se mettent dans un état d'esprit où ils se disent finalement, si c'est les Russes qui viennent, moi du moment que c'est la paix, ça m'arrange. Certains pensent comme ça. Je ne dis pas tous, mais certains pensent comme ça. Et c'est humain.